Merci, Monsieur le Président. Cher Mario Monti, Mesdames et Messieurs, d'abord pardonnez-moi d'avoir ouvert un débat sur les qualités esthétiques de chacun de nos pays. La vérité, c'est que je voulais dire que j'aime l'Italie. C'était le seul objectif de cette introduction. Je voudrais commencer en vous disant que je pense que la crise n'a pas seulement eu des conséquences économiques et sociales, elle a des conséquences politiques profondes. Je veux dire par là qu'elle a modifié le paysage idéologique européen. Je pense que s'il y a 2 ans, vous m'aviez invité pour parler de stratégie économique, enfin si vous aviez invité le Premier ministre français pour parler de stratégie économique, beaucoup dans la salle se seraient dit voilà encore une idée bien française, voilà encore à peine déguisée une idée française fixe, la politique industrielle, l'intervention des pouvoirs publics. Je pense que ces préventions n'ont plus lieu d'être parce que la crise a forcé les États du monde à intervenir, même les États-Unis, parce qu'elle a rendu absolument indispensable des stratégies volontaristes. Je lisais il y a quelques jours un document consacré à l'avenir de la compétitivité de l'Union européenne. Qu'est-ce que disait ce document? Que l'ouverture des marchés ne suffit plus, qu'il faut des investissements nationaux et européens dans la recherche, dans l'innovation, et qu'une politique ambitieuse de normalisation doit compléter ces investissements. Qui est-ce qui écrit ce document? C'est le gouvernement britannique. Je pense que les temps changent et quand un responsable politique français peut reprendre entièrement à son compte des passages entiers d'un document officiel britannique sur l'économie européenne, alors on se dit que le monde n'est vraiment plus le même. Avec l'Allemagne aussi, vous le savez, nos accords se sont multipliés. Nous sommes parvenus à un accord sur la supervision et sur la régulation financière. Franchement, qui pouvait penser il y a quelques mois que l'Allemagne et la France se mettraient d'accord sur une position commune sur ce sujet? Nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité d'une politique commerciale fondée sur la réciprocité. C'est une vraie nouveauté. Nous nous sommes mis d'accord sur l'importance de l'énergie et de la croissance verte, et en particulier sur le rôle crucial que jouera le véhicule électrique dans les années qui viennent. Quant à l'Italie et la France, je crois qu'on peut dire d'abord qu'elles n'ont jamais été très éloignées sur ces sujets, mais je remarque aussi que les débats italiens concernant la politique économique européenne ressemblent de plus en plus à ceux que nous avons en France. Je crois que tout conduit à faire de la stratégie économique le thème essentiel d'aujourd'hui. D'abord, le calendrier. Nous avons la mise en place de la nouvelle Commission. Des engagements vont être pris devant le Parlement européen sur les objectifs économiques. Et je veux dire que dans cet esprit, le programme que le président Barroso vient d'envoyer au Parlement européen insiste à juste titre sur une stratégie économique vigoureuse et coordonnée, je le cite, à l'échelle de l'Union européenne. Ensuite, au printemps 2010, nous allons devoir redéfinir les orientations de la stratégie de Lisbonne, qui est la seule stratégie économique dont l'Europe dispose officiellement à ce jour. Le contexte des efforts de sortie de crise donne évidemment à ce rendez-vous une portée exceptionnelle et nous savons que la future présidence espagnole est convaincue de l'importance de cette échéance. La stratégie de Lisbonne, c'était un beau projet plein d'ambition, mais il faut reconnaître son échec au moment de redéfinir notre méthode. Pour relancer l'Europe, moi je veux vous proposer une stratégie économique volontariste qui s'articule autour de 3 idées: l'investissement dans la recherche, dans l'innovation, la réorientation des politiques communautaires au service de la croissance et de la compétitivité européenne,
dans la mondialisation, et enfin le rétablissement de nos finances publiques par une programmation concertée. Le premier de ces axes, c'est l'investissement. C'est l'investissement, c'est la recherche, c'est l'innovation. Je pense que c'est le plus crucial. Si on regarde ce qui s'est passé depuis 30 ans, l'Europe a été confrontée à 3 chocs, et à chaque fois, son rythme de croissance a été divisé par 2. Je pense que nous aurons accompli un très grand pas si tous ensemble, nous empêchons la crise d'affaiblir durablement notre productivité, donc notre potentiel de croissance pour les prochaines années, et je pense que nous ne sommes pas désarmés pour le faire. Je crois que nous pouvons avoir confiance dans tout ce que nos politiques publiques peuvent réaliser en faveur de la recherche, en faveur de l'innovation, de l'enseignement supérieur, et c'est là naturellement que nous retrouverons les principales marges de croissance. Nous avons décidé en France d'identifier les secteurs stratégiques qui vont porter la croissance de demain et de concentrer l'essentiel de nos capacités d'investissement sur ces secteurs. Et pour les identifier, nous avons fait appel à 2 anciens premiers ministres. Chacun sait que les premiers ministres sont sages quand ils sont anciens, un de droite et un de gauche. Je crois que cet exercice de définition des priorités stratégiques est une nécessité vitale, parce que s'il est vrai que les perspectives économiques semblent s'améliorer à court terme, si on regarde les prévisions sur lesquelles il y a à peu près un consensus général, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas favorables à l'Europe. On nous annonce pour les prochaines années, pour le moyen terme, une croissance, en tout cas au moins pour l'année prochaine, une croissance de 1% en moyenne pour la zone euro, de plus de 2% pour les États-Unis et de plus de 4% pour la zone asiatique. Je pense que 1% de croissance, c'est ce qu'il faut bien malheureusement appeler une perspective de croissance molle. Et cette croissance molle, elle ne permet pas de financer notre modèle social européen, et elle ne nous permet pas non plus de réduire notre endettement public. Donc elle ne résout finalement aucune des grandes questions auxquelles l'Europe est confrontée. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est absolument nécessaire de créer du nouveau produit intérieur brut. Il faut développer des nouveaux produits de croissance. Ça veut dire en particulier qu'il faut que nous investissions chacun dans nos États et collectivement plus sur la recherche, sur l'innovation et dans les secteurs les plus stratégiques. Et je pense qu'il ne faut pas craindre ici, en complément des efforts fournis par les États et par les entreprises, de recourir à l'aide du budget communautaire.